Bonsoir à toutes et tous et merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir à la Maison de la Poésie pour écouter Ryoko Sekiguchi. Bienvenue à vous, vous êtes une grande habituée de ce lieu. Et comme toujours, vous êtes arrivés avec une surprise, voire plusieurs surprises, puisque vous avez en main un objet. Voilà, on ne vous en dit pas plus pour l'instant et vous saurez en temps voulu de quoi il s'agit. Alors, Ryoko, on vous reçoit ce soir à l'occasion de la parution chez POL de Venise, 1000 fleurs. C'est un livre hybride entre récit et fiction, avec aussi des éléments d'archives, puisque le point de départ de ce texte est un herbier composé par une femme qui a vécu au début du 19e siècle. Et cet herbier, c'est un homme, le père d'une amie vénitienne, qui vous l'a confié. Et à partir de là, vous explorez Venise, donc la Sérénissime, à travers le motif végétal, mais vous dialoguez aussi avec cette femme du passé à qui vous écrivez des lettres et puis vous reproduisez aussi des extraits de son herbier et vous composez, chemin faisant, votre propre herbier. Au fond, vous procédez un peu comme vous l'aviez fait pour le livre sur le Liban, 961 heures à Beyrouth. Et au fond, vous dites au début de ce livre que depuis ce livre sur Beyrouth, l'envie d'écrire sur une ville ne vous quittez pas. Pourquoi, au fond, les villes et le motif urbain sont aussi importantes dans votre travail ? Alors, je pense, disons que quand j'ai terminé la lecture du livre 961 heures à Beyrouth, je n'avais pas pensé à refaire un autre livre sur une autre ville. Mais c'est vrai qu'entre-temps, bon, bien sûr, il y avait le Covid et j'ai fait un livre, donc L'Appel des odeurs, qui était en quelque sorte sur la solitude. Sur la solitude, quand on perd l'odorat et comment on est écarté du monde. Et j'avais envie d'un livre animé où il y a d'autres voix, beaucoup d'autres voix que les miennes, que celles que j'ai inventées. Et aussi, pour Venise, l'enjeu n'était pas le même parce que autant, bon, bien sûr, pour Beyrouth, Beyrouth a son passé, son histoire, mais comme il y avait un cadre de résidence et qui était limité à 40 jours, je me suis concentrée à parler de Beyrouth d'aujourd'hui. Alors que, bon, bien sûr, quand on parle de Venise, on ne peut pas ne pas parler du passé. Et c'était ça aussi qui m'intéressait parce que pourquoi la ville ? C'est aussi parce que c'est un lieu qui n'est pas de la nature, c'est-à-dire qu'il y a toujours des relations avec les hommes. On voit les traces de négociation des hommes avec la nature, et aussi à la fois des vivants et que des morts. Enfin, d'une manière, soit que qu'on voit à travers les bâtiments, les documents, les œuvres d'art. Et cette fois-ci, je voulais que le livre soit animé de cette façon-là, c'est-à-dire à la fois par les vivants et par les morts. Et donc, la découverte de cet herbier était pour moi mais vraiment presque idéal, parce qu'à la fois c'est un objet, c'est un document de passé, c'est un archive, mais en même temps qui est, bon, bien sûr, qui a été fait, qui a été conçu par une femme dont j'imaginais de plus en plus la vie. Donc c'était devenu un peu, en fait, c'est devenu mon guide
pour découvrir cette ville. Donc, j'avais ces deux éléments à la fois, comme je continue à travailler de la même façon que j'ai fait pour Beyrouth, c'est-à-dire rencontrer des gens, récolter les histoires et les témoignages, mais aussi être toujours relié au passé de la ville. Oui, au fond, il y a un lien entre la récolte des histoires et la récolte des plantes. Oui, bien sûr. Et puis aussi, même si je ne pouvais, bien sûr, enfin, je ne pouvais pas avoir une conversation directe avec Hilaria, c'est cette femme qui a fabriqué cet herbier. C'était comme si j'avais une sorte de correspondante. Vous savez, avant, il y avait ça, en fait, il y avait ce système où on envoyait, on avait les correspondances, on faisait les correspondances avec quelqu'un qui habite dans un pays étranger et qu'on n'a jamais rencontré. Et qu'on commence à connaître peu à peu. Et aussi derrière cette personne, la ville, le pays, c'était un peu de cette façon-là que j'ai rencontré de plusieurs manières la ville. Donc il y avait plusieurs portes d'entrée. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet herbier, cet objet, quand cet homme, Paolo, vous le confie? Vous parlez de l'odeur, notamment, de cet herbier. Parce que l'herbier est un objet, mais vraiment étrange. C'est-à-dire que, à la fois, bien sûr que c'est un document, c'est un archive, mais c'est le reste des vivants. C'est une sorte de momie, en fait. C'est une momie végétale. Et donc, on est face à un corps qui avait existé. Des corps qui avaient un jour existé. Donc, c'était à la fois, bien sûr, il y avait cette rencontre avec les mains de celle qui a récolté ces plantes, mais aussi les plantes étaient là. Les plantes étaient là devant moi. Et il y a... Vous savez, je travaille aussi en fait, beaucoup avec la nourriture. Et c'est vrai que la question de conservation m'intéresse beaucoup. Et il y avait un moment où je me suis dit, bon, alors, l'herbier, est-ce que ça se mange? Non, mais c'est vrai, c'est un peu comme les légumes séchés qu'on utilise aussi. Enfin, les herbes séchées que vous achetez dans les magasins et que vous mettez, en fait, pour la préparation d'un plat. Avec 200 ans de distance, mais c'est aussi possible peut-être. Donc, parfois, cette idée m'a traversé l'esprit. Il y a d'ailleurs un passage où on vous voit arriver à Venise fin août avec 2 valises chargées d'herbes, de condiments japonais pour faire la cuisine, invité par un ami chef. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, c'était... le statut assez étrange de d'herbier, donc qui est à la fois donc le document, mais qui était le reste de corps vivant, mort, mais peut-être on ne sait pas si on les arrose, peut-être lyophilisés, et ils vont réapparaître vivants et comme ça. Ah, bonjour. Et peut-être m'a aidé à choisir cette forme vraiment composite du livre. Et puis, ce n'est pas un herbier comme les autres, puisque vous vous rendez compte très vite qu'il s'agit d'une sorte de journal intime. Mais, à vrai dire, je pense que tous les herbiers ont ce côté de journal intime. Je pense même l'herbier, bien sûr, des botanistes professionnels. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et quand
rencontrer, enfin j'utilise le terme rencontrer cet herbier, ce qui m'a traversé, donc ce qui m'a traversé l'esprit, c'était la phrase de Marc Janson, donc le responsable d'herbier de musée d'histoire naturelle. Et dans son livre, il est spécialiste de palmiers. Et il lui dit que quand il ouvre cet herbier de muséum, donc comme c'est l'herbier de palmier, enfin j'imagine qu'il est grand. D'ailleurs, c'était comme ça qu'en fait qu'il était écrit, qu'il y a cette odeur qui monte. Et parfois, il y a le reste de déjeuner de ces botanistes d'il y a 200 ans, 300 ans qui sont là. Et c'est comme si, en fait, j'avais devant moi cette rencontre, un peu comme a fait Marc Janson avec cet herbier. Et donc, je pense, enfin, pour revenir à cette histoire, je pense que tous les herbiers sont des journaux intimes. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont déjà récolté une fois les herbes, les fleurs. Et il y a une raison toujours. Il y a une raison parce que le paysage a été beau et qu'on voulait se souvenir de ce moment-là. Peut-être parce qu'on était avec quelqu'un dont on était amoureux, ou bien, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a toujours une raison. Donc, même si c'est un herbier occasionnel, c'est un journal intime. Vous avez au début du livre une sorte de crainte, c'est-à-dire que les écrivains ont beaucoup écrit sur Venise, et donc vous vous dites comment je peux faire pour sortir du cliché. Et au fond, le choix de ce motif végétal, c'est ce qui vous permet de regarder les petits détails, de pousser les portes, d'aller voir derrière les murs et de sortir peut-être Venise de ce côté un peu figé, un peu majestueux. Et c'est vrai parce que écrire un livre sur Venise, c'est une idée assez folle, comme je sais pas, un jeune étudiant qui décide de faire sa thèse sur Proust. En fait, c'est pas, enfin, tout le monde a écrit, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter. Donc j'avais beaucoup de doutes. Mais d'une part, enfin, au cours de l'écriture, j'ai lu beaucoup de livres, surtout des livres historiques ou bien des documents sur toutes les églises qui n'existent plus, bien sur l'histoire des lagunes. Mais au début, bien sûr, j'ai lu des romans. J'ai lu la littérature. Et puis j'ai vu que quand même, il y a, pour la plupart des cas, c'est écrit par des hommes et qui fantasment. Venise est une femme, bien sûr, un peu mystérieuse, et puis bon, on s'y perd, un peu dangereuse, mais bien sûr, la peste est passée par là. Mais ça va pas. Et en plus, quand je suis tombée sur cet herbier, je dis voilà, c'est une femme, c'est un herbier. Ça veut dire que mon intuition de travailler sur la nature, sur le flore de Venise n'est peut-être pas faux. Et au fur et à mesure que je continue à visiter, revisiter Venise, parce que je suis allée tous les 2 mois à peu près, c'est resté 2 ou 3 semaines. Je découvrais mais vraiment la nature incroyable de Venise. En fait, c'est une ville qui
qui noue un lien mais très profond et très complexe avec l'environnement et bien sûr de la menace aussi de Aqua Alta et tout, mais ça veut dire aussi qu'il y a qu'elle est habitée, enfin elles sont habitées, parce que ce n'est pas seulement l'île principale de Venise, mais aussi il y a beaucoup d'îles aux alentours. Oui, donc vous venez de le dire, vous avez fait plusieurs voyages, à chaque fois vous êtes resté 2-3 semaines, et c'était important de voir Venise à chaque saison. Mais bien sûr, parce qu'il y a des fleurs, qu'il y a des plantes qu'on ne voit qu'une certaine saison, et aussi même quand j'ai fait deux printemps, 2 fois, et il y a des fleurs que je n'avais pas vu avant. La première fois, il y a des herbes au marché que je n'avais pas vues. Donc, bon, idéalement, il fallait rester un an entier, mais je ne pouvais pas. Mais j'essaie de voir plusieurs fois. Et aussi, en fait, c'était aussi une manière de nouer les liens avec les habitants. Donc, par exemple, avec les gens que j'ai rencontrés, je gardais les liens, bien sûr, je gardais les contacts. Et puis, une autre saison, je les voyais de nouveau, je posais d'autres questions. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a des choses il y a des histoires qu'on ne peut pas avoir quand on les rencontre juste comme ça. Bien sûr, c'est comme les amitiés, c'est pareil. Oui, là encore, c'est pousser les portes et aller plus loin que la Venise pour les touristes. C'est écrire sur la Venise vue par ses habitants. C'est un peu comme justement cultiver les plantes. Il faut du temps, je pense. Et ça que j'ai appris, parce que malheureusement, on n'a pas toujours ce temps. Et je pense que j'ai vraiment bien fait pour ce livre de consacrer, de décider que j'y retournerai tant que le livre n'est pas fini. Et j'ai décidé à un moment que là, je peux commencer à écrire à peu près 1 an plus tard. On a choisi ensemble un passage pour une lecture à voix haute. On a choisi une lettre que vous adressez à Hilaria. Et je crois qu'on peut aussi projeter des images pendant la lecture. Voilà. Chère Hilaria, vous êtes-vous déjà rendue sur l'île de la Certosa? Sans doute pas, même si elle n'est distante que de quelques centaines de mètres de Venise. Car la Certosa, le monastère chartreux était en activité jusqu'en 1806, s'est changé en garnison militaire à la suite de décrets de Napoléon ordonnant la fermeture de l'édifice. Aujourd'hui, il ne reste rien de ces bâtiments, ni de monastère, ni de l'église médiévale. Mais saviez-vous qu'un grand arbre s'est élevé dans les ruines de cette église? Louise Lemoine et Hila Becca, un tandem d'artistes installés à Venise, ont conçu en 2023 une œuvre autour de cet arbre, le Micocoulier. Ils ont rêvé en lui l'image d'une cathédrale vivante, émergeant des pavés de l'église, repoussant les pierres pour devenir un grand arbre, s'épanouissant dans la terre salée. Il se trouve que le micocoulier se dit spaccasassi en italien, ce qui signifie étymologiquement qui brise les pierres. J'ai écrit tout à l'heure que cet endroit où s'est levée jadis une église, dont il ne reste plus qu'une partie du mur, était une ruine. Mais en réalité, ce mot ruine n'est pas approprié. Ce lieu de rassemblement et de prière avait autrefois été bâti dans la pierre, mais
il est remplacé aujourd'hui par le micocoulier qui se tient au milieu de cet ancien édifice à nous tendre tous ses bras. Un jour, les artistes ont rassemblé des chanteuses qui préparaient un répertoire de chants anciens célébrant la nature et les saisons, un conteur pour conter l'histoire de l'arbre et des cuisiniers travaillant avec les herbes de l'île pour créer un nouveau lieu mythique. Une installation sonore donnait aussi à entendre les bruits qui émanent de cet arbre vivant. Le projet artistique de Louise et Hila me rappelle que ce même arbre a également abrité une œuvre sonore, comme annexe du pavillon allemand cette année pour inviter le public à réfléchir à la question des frontières. Les arbres sont des présences bienveillantes qui accueillent les divers symboles que nous, les humains, les attribuons, bien que nous appartenions à un règne différent du leur. L'autre jour, j'étais invitée à dîner chez mon amie Martha. Elle m'a conduite sur sa terrasse qui offre une vue splendide à côté de Campo Santa Margherita. Une vasque bleu clair remplie d'eau et de magnifiques fleurs de toutes les couleurs ornaient la table de la terrasse. Elle était assez grande pour qu'on puisse s'y laver le visage. C'était la veille du solstice d'été et le 24 juin, jour de la Saint Giovanni, une croyance populaire veut qu'on fasse flotter dans un bol d'eau des fleurs et des herbes sauvages et qu'on les laisse tremper au clair de lune toute la nuit. Se laver le visage avec cette eau le lendemain garantirait la bonne santé. C'est une coutume de la Toscane et d'autres régions du centre-sud dont je ne suis pas originaire pour autant. Mais tu as dit que tu cherchais des anecdotes liées aux fleurs. Après quoi, Martha me donna des explications sur chacune des fleurs et des herbes contenues dans cette vasque et me fit sentir leur parfum. Au Japon, le jour de Tanabata, le 7 juillet, on recueille la rosée dans des feuilles de taro et l'on en fait une encre qui nous permet d'avoir une belle écriture. Il existe également une coutume qui consiste à se purifier les mains et le corps avec des fleurs et la rosée du matin. Plusieurs cultures considèrent la rosée du solstice d'été comme porteuse d'énergie. Quoi qu'il en soit, ce qui m'a surtout touchée, c'est que Martha ait préparé ces fleurs en pensant à moi. Comme elle a précisé, il ne s'agit pas d'une coutume vénitienne, mais je me souviendrai désormais chaque année, au jour du solstice d'été, à la vue nocturne sur la ville de Venise, des fleurs et des herbes odorantes, du croquant des fleurs de courgettes frites qu'elle avait aussi préparées pour ce dîner de fleurs et des averses entrecoupées d'éclairs qui ont clos notre soirée. Certes, les croyances et coutumes sont indissociables de leur territoire, mais lorsqu'une histoire vient s'accorder si parfaitement à l'ère du temps et à la mentalité d'un lieu, elle peut s'ériger en nouvelle croyance, créant un rituel inédit, qu'il soit religieux ou séculier. Ainsi, au fil du temps, un lieu peut préserver son caractère sacré même lorsque la confession dominante s'est modifiée. Une cathédrale peut être érigée sur des fondements d'une ancienne mosquée, autrefois occupée par un temple antique. Dans l'époque à laquelle nous vivons, une cathédrale symbolisée par un grand arbre serait sans doute plus appropriée. L'arbre qui s'élève sur les ruines de l'église de la Certosa pourrait continuer à être un lieu de rassemblement si nous persistons à voir en lui
la force de la vie. Merci. On voit bien en effet dans cet extrait comment le passé dialogue avec le présent, comment les cultures aussi dialoguent entre elles. Est-ce que vous avez parlé du Japon aussi dans cet extrait? Est-ce que vous faites un lien entre Venise et le Japon, notamment parce que le Japon est un archipel composé d'îles? Oui. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de points communs, et puis ça m'a aidé à comprendre certaines choses aussi. Donc c'est vrai que je pense que quelqu'un qui vient d'un continent ne verrait pas peut-être tout de suite ce côté archipel, alors que c'est vrai que là, je voulais dès le début savoir comment articule les liens entre ces petites îles, soit à la fois habitées ou inhabitées, quelle fonction, quelle histoire pour chacune d'entre elles. Et puis aussi, donc il y a cette odeur de l'eau stagnante qui n'est pas toujours agréable, mais que pour nous les Japonais aussi, ça, tout de suite, cette odeur a quelque chose de très très familier pour nous. Donc sur plein, c'est trop dire, mais c'est ça. En fait, ça m'a aidé, oui, à voir certaines choses, je pense, en étant originaire de cet archipel. Parmi les îles que vous visitez, il y a celle de San Servolo qui abritait l'asile d'aliénés de San Clemente. C'est très fort ce que vous racontez sur cet endroit, notamment sur les femmes qui y étaient internées. Là encore, c'est une histoire de femmes. Oui, oui, parce que quand je parle de femmes, je voulais que ce livre soit justement habité par les femmes qui cultivent les plantes. Et ces femmes, enfin ces hommes, il y avait en fait à la fois les femmes, donc les sections femmes et les sections hommes de cet hôpital. J'ai lu qu'ils cultivaient, qu'ils avaient leur potager, et c'est ça qui a attiré mon intérêt. Mais en même temps, en fait, je savais déjà qu'il y avait autour de Venise tous ces îles qui abritaient les sanatoriums, les hôpitaux, aussi parce que justement au Japon, dans des petites îles, on envoyait les malades et tout ça. Donc en fait, c'est malheureusement l'usage assez classique des îles aussi pour isoler. Donc je voulais savoir ce que ces femmes cultivées comme plantes. Donc j'ai frappé à la porte des archives de l'hôpital, enfin ancien hôpital qui maintenant est devenu un musée, et on a trouvé la liste des plantes, parce qu'il y avait la fiche de commande des plantes et des légumes. Il y avait aussi les menus. Donc par exemple, ça, il n'est pas dans le livre, mais pour qu'on parle un peu de ces femmes, je devais avoir tous ces documents en fait pour que je les rencontre, pour que je les rencontre aussi. Et il y avait les photos de ces femmes aussi. Donc j'ai passé à peu près 800 photos, une photo d'identité. Et j'ai passé plusieurs jours encore une fois, à rencontrer les femmes, parce que ces femmes, dans ces photos, nos regards se croisent.
Donc, et de ce regard, j'ai essayé d'imaginer leurs mains qui cultivaient les plantes et cela fait aussi partie de l'histoire de Venise. Et on a le sentiment que ces femmes du passé, que ce soit ces femmes-là ou Hilaria, vous les rencontrez vraiment. Enfin, la rencontre, ça n'est pas un vain mot, c'est un vrai dialogue que vous tissez avec elles. Je suis sûre que ce n'est pas parce que la rencontre ne se fait pas qu'avec les gens, avec les présences d'aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un leurre de penser que la rencontre est illimitée dans le temps. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on peut vraiment rater une rencontre avec les gens, enfin, avec les gens qui vivent aujourd'hui. Et l'inverse est vrai, non? Est-ce qu'il existe des espèces endémiques dans ces îles vénitiennes? Des plantes ou les gens parlent? Ah, alors je pensais aux plantes, mais... Oui. Alors, enfin, voilà. Non, endémique jusqu'à quel moment en fait remonter, oui. parce que Venise n'existait pas. Oui. Enfin, Venise est fait de ces pilotis sur lesquels on a érigé les. Donc, bien sûr, ces plantes endémiques venaient enfin, je ne dis pas partout, mais des régions aux alentours. Mais c'est aussi, pendant les séjours, il y a beaucoup de gens qui m'ont appris plein de choses, et donc parmi lesquels il y a une botaniste cette fois-ci vivante qui m'a appris que donc même les pierres, on pense que c'est une ville faite de pierres, mais en même temps les pierres qui viennent d'ailleurs, enfin qu'on a amené d'ailleurs, pour aussi cacher les graines. Et qui peut pousser des centaines d'années plus tard. Et donc, aussi les églises qu'on croit, en fait, qu'on voit, faites de pierre, mais à l'intérieur de ces pierres, il y a parfois des graines qui peuvent germer à n'importe quel moment. Alors il y a aussi cette histoire incroyable de l'éléphant qui s'est échappé et réfugié dans une église. Et peut-être, ce qui est vrai, en fait, ce qui est vrai, vous faites. Vrai, oui, et peut-être que lui aussi enfin, ce qui est vrai, oui, mais oui, il y a des graines partout, et j'allais dire ce qui est vrai. Enfin, ce qui est vrai, elle est vraie, mais je ne sais plus quelles histoires sont vraies et lesquelles ne le sont pas. Enfin, toutes les histoires sont vraies, et toutes les histoires on les croit. Mais justement, quelle est la part de fiction que vous vous autorisez? Parce que au début du livre, vous avez des précautions, des préventions. Vous ne voulez pas trahir Hilaria. Vous ne voulez pas inventer Vous êtes très respectueuse de la vie qu'elle a pu avoir. Donc, quelle part de fiction vous vous autorisez à l'intérieur de ce cadre-là? Je pense que c'est toujours problématique quand on travaille, bien sûr, sur les documents, sur les archives, parce que, bien sûr, il y a des éléments qu'on trouve là, aujourd'hui, mais parce qu'on ne voit pas, en fait, il faut supposer. Et jusqu'à quel point on a la légitimité d'imaginer
Et c'était, bien sûr que c'était la question que je me posais tout le temps, parce que je pense que je pratique cette littérature de l'écoute. Et chaque fois, par exemple, quand je récolte des histoires, non seulement hilaires, mais je récolte des témoignages, avant la publication, j'envoie les témoignages à la personne qui m'a raconté ces histoires, et voilà, pour savoir si c'est vraiment ça, enfin s'il est d'accord pour dire que vrai ou non, je ne sais pas, mais que c'est ce qu'il voulait. Mais je me suis rendu compte cette fois-ci que travailler sur une personne qui a existé dans le temps, mais à laquelle on ne peut pas faire l'interview, et a un statut vraiment étrange, parce qu'elle est réelle, mais elle n'est pas 100%, enfin, elle ne peut pas être 100% réelle. Et quand j'ai compris ce statut vraiment étrange, j'ai décidé que le corps de texte doit être aussi entre ces deux. Et c'est pour ça que, bon, bien sûr, c'est écrit que sur la couverture que c'est un roman. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui me disent bon, c'est un roman, c'est vraiment un roman, parce que et j'avais envie de lui poser la question, leur poser la question, mais pour vous, quelle est la définition d'un roman? C'est vrai que pour les gens qui connaissent un peu mon travail et qui savent que, bon, bien sûr, Venise existe, il y a certaines personnes qui existent, mais qui sait? C'est-à-dire que dans les remerciements, il y a des noms. Et donc, les gens pensent que ces personnes ont existé. Mais peut-être que je les ai tout inventés, les remerciements. Non, mais c'est vrai, la véracité de remerciements, le remerciement a un statut, mais très, très bizarre aussi. Donc, on peut on peut travailler sur ces remerciements, non? Et voilà, donc c'est... Et dans cet espace justement de ces zones grises où on ne sait pas qui existe, qui n'existe pas, je pense que la personne la plus floue, c'est moi. Enfin, vous croyez me voir, mais on ne sait pas. Vous rigolez comme ça, mais... Alors, puisqu'on parle de remerciements, c'est peut-être l'heure de dévoiler la première surprise. Alors, vous avez donc tous entre vos mains cet herbier portatif, hein, qui est unique, bien sûr, parce que chaque plante est unique. Et il a été conçu par un ami que j'appelle Maxime Mathias. Bonsoir. Bonsoir. Merci Ryoko pour l'invitation. Merci la confection de cet herbier. Peut-être avant d'expliquer comment vous avez conçu cet herbier portatif, peut-être raconter comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Alors moi, je suis graphiste, je suis éditeur et je suis aussi artiste. Et Ryoko, je l'ai rencontré d'abord tout seul, unilatéralement, dans la lecture de ses livres. Et il y a 2 ans, j'ai amorcé un chapitre de mon travail de recherche artistique au Japon, lors d'une résidence à la Villa Kujoyama. Et ce travail, il se questionne beaucoup sur les sujets de mémoire, sur les sujets d'olfaction et d'architecture. Et à mesure que je construisais, que j'amorçais ce chapitre-là, j'étais dans la lecture du livre de Ryoko, qui était sorti la même année, L'Appel des odeurs. Et beaucoup de passages, à mesure que je lisais le livre, faisaient écho à mes réflexions à ce moment-là,
au point que je m'interrogeais même parfois de si certaines de mes idées venaient du livre ou si on était juste très synchronisés. Voilà, donc un personnage. Exactement. Et d'ailleurs, Maxime est dans le livre. Maxime est dans le livre, oui. Moi, j'existe. Alors, comment avez-vous conçu cet herbier portatif avec du papier cristal ? Alors, cette idée brillante n'est pas la mienne et celle de Ryoko, de vous offrir ce soir un herbier. Ces plantes-là ont réellement été collectées par Ryoko à Venise. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises en forme, ce qui est assez habituel pour moi, comme j'ai dit, avec ma casquette de graphiste. Cet objet, je l'ai pensé comme quelque chose d'une simplicité apparente. Je voulais le garder comme ça. Et y glisser des petites idées ou des petites réflexions. Par exemple, avoir cette idée de l'imprimer de manière artisanale, à l'aide d'une matrice, ce qui fait que chaque impression est unique d'une certaine manière, comme les plantes qu'elles contiennent, avec les petites erreurs d'impression, certaines lettres qui sont plus appuyées que d'autres, certaines qui sont déjà moitié effacées alors que ça a été imprimé récemment. Donc il y avait par exemple cette idée-là, voilà, de l'unicité de la pochette, avoir cette mention simplifiée au maximum, cueillie par Ryoko Venise 2025, mais qui permet de s'ancrer, comme on l'a à juste titre dans ce livre, de qu'est-ce qu'un herbier et qu'est-ce qu'est la beauté de l'herbier. Hilaria, à un moment donné, il fait référence que finalement c'est presque plus pour elle que pour la plante qu'elle le cueille. Donc en fait, ces plantes-là, elles sont particulières parce qu'elles ont été cueillies par Ryoko à Venise en 2025. Et c'est ça qui leur donne une histoire qu'en quelques mots, on peut retranscrire. Et après, il y a la liste des noms. Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai fait quand tu m'as confié ces herbiers en cours de séchage, enfin, qui étaient dans leur habitat naturel, c'est-à-dire entre les pages de tes notes ou entre les pages de livres que tu lisais à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu mes recherches de quelles étaient ces plantes. Il y a sans doute, s'il y a des botanistes parmi vous, peut-être quelques erreurs ou quelques manques. Mais en fait, cette liste, elle permettait, à mon sens, plusieurs choses. La première, c'était à nouveau de suivre la logique d'un herbier, c'est-à-dire de ne pas avoir des plantes anonymisées d'un point de vue botanique, mais qui soient listées, nommées par leur nom. La deuxième chose, c'était l'idée d'avoir toutes les essences que Ryoko a récoltées, même si chacun d'entre vous en avait une. Et ça permettait, à mon sens, d'imaginer un peu cette dualité entre l'herbier individuel que chacun a, mais à la fois faisant partie d'un tout. Comme si ce soir, on avait un herbier qui se retrouvait séparé à la fin de cet événement. Et puis aussi, quand j'étais en train de terminer l'écriture de ce livre, j'ai fait comme ça une récolte, une cueillette de façon assez intensive, parce que j'ai pensé à cette soirée. J'étais sûre que la maison de la poésie allait m'inviter. Et qu'est-ce que je vais offrir au public? Et puis aussi, et ce n'est pas juste quelque chose de sympathique, il l'est, mais je voulais créer quelque chose comme une sorte d'extension de livre qui relierait le réel du livre et notre réel, et peut-être qui de nouveau, on ne sait jamais, sera relié à un autre réel d'un autre livre, parce que, bon, vous allez tous rentrer avec cet herbier, et puis après, vous allez peut-être oublier, vous allez mettre dans les pages d'un livre, et puis, qui sait, 200 ans plus tard, quelqu'un va le retrouver. Et non, mais c'est vrai. Et qui va écrire un livre. Et donc, comme ça, je pense qu'il fait les allers-retours entre deux mondes.
Peut-être vous pouvez développer un peu sur votre travail en dehors de cette collaboration avec Oui, bien Ryoko. sûr. Surtout sur ces recherches amorcées au Japon et qui se développent pour l'instant principalement sur le territoire japonais. Déjà, cette amorce, pour revenir à la question initiale de la rencontre avec Ryoko, elle s'était concrétisée lors d'une cérémonie qui a eu lieu à la Villa Kujoyama, durant laquelle la lecture était faite d'un passage de l'Appel des odeurs. Donc c'est aussi ça qui nous a amené à commencer à collaborer. Et en fait, pour résumer un peu ces différentes recherches, en tout cas ce corpus, c'est l'idée d'utiliser la pratique du kodo, qui est une pratique cérémoniale japonaise, traditionnelle, très ancienne, qui est très proche de la cérémonie du thé, mais qui s'attache non pas à l'appréciation du thé, mais à l'appréciation des odeurs. Donc au travers on dit l'écoute de bois rares, dont on va apprécier leur fragrance, mais aussi toute la narration qui les accompagne. Mais ce que tu fais, c'est comment sauver l'âme d'une maison, par exemple, qui est démolie. Oui, tout à fait. Parce que en fait, tu ne cherches pas les bois rares, mais les bois qui étaient utilisés, qui étaient les poutres d'une maison, et puis qui maintenant n'existent pas. Et comment garder le mémoire d'une maison, par exemple. C'est un peu ça, non? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, le projet qui a pris forme à la villa, c'était de se dire que l'habitat se charge de nos odeurs. C'est à nouveau un très beau passage de l'Appel des odeurs où en fait tu poses la question de est-ce que c'est nous qui sentons comme chez nous ou chez nous qui sent comme nous, et je pense que effectivement notre habitat et particulièrement quand il est organique au Japon, c'est-à-dire des maisons en bois, se charge des vies qu'elle accueille. Et donc ce que je faisais, c'est que je documentais la démolition de maisons, parce que malheureusement c'est des maisons qui sont fragiles et qui sont souvent démolies. Pour utiliser un euphémisme, et souvent par la main de l'homme. Et l'idée, c'était de les documenter, de les archiver par la photographie, par la collecte de mots aussi, mais par la collecte de fragments. Et beaucoup de fragments étaient en bois, et j'ai organisé différentes cérémonies où, plutôt que d'utiliser des bois rares, on utilisait des bois de maison, en essayant à la fois d'en sentir leur odeur réelle, qui sont l'odeur de ces bois-là, par leur essence, par ce qu'elles auraient pu accumuler étant poreux, mais aussi les odeurs presque imaginaires que le récit que j'amenais pouvait évoquer, liées aux caractéristiques de ces différentes maisons. Je voudrais bien que tu racontes l'histoire de Notre-Dame. Récemment, je racontais à Ryoko qu'au moment de l'incendie de Notre-Dame, lorsque je voyais les images en direct de la cathédrale en feu avec une sorte de nuage de cendres, je savais par la pratique du kodo qu'en fait les cendres, c'est des morceaux de bois qui sont brûlés, qui sont dans l'air et qui finissent par retomber. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller essayer de collecter ces cendres autour de la cathédrale. Donc je m'étais rendu dans les heures qu'on suivit autour. On ne pouvait pas trop s'approcher, en essayant de collecter les cendres de la cathédrale, en essayant de trouver ce qui pourrait s'apparenter à des cendres. Donc j'ai collecté des différents fragments, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit les cendres. Quand même. J'en ai trouvé un peu. Non, mais c'est vrai qu'ils auraient dû vendre le cendre de Notre-Dame. Non, mais c'est vrai. Ouais, moi ça fait des morceaux, quoi. Vraiment C'est l'énorme interrogation que j'ai, c'est où est la charpente brûlée, en fait. On a des cartes postales avec des petits morceaux du mur de Berlin, et je suis surpris que ce soit d'un point de vue artistique ou autre, commercial pour financer, c'est vraiment ce qui me trotte en tête. Et l'odeur. Bien sûr. Bien sûr. On passe à la deuxième surprise. Oui, alors j'ai deuxième surprise. Ouais. Alors avant l'arrivée de la deuxième surprise, je vous rappelle que ce livre est publié aux éditions POL, qu'il est en vente dans le hall de la Maison de la Poésie et qu'une signature est prévue juste après. Alors,
ces herbes et les fleurs de mimosa m'ont été offertes par une amie maraîchère qui habite et qui cultive ces fleurs à côté de Danger et avec lesquelles j'ai des correspondances, des correspondances, c'est-à-dire à la fois des mots, mais aussi les légumes qui viennent chez moi toutes les semaines. Et puis, donc, avec ces herbes, elle m'a envoyé un message aussi, donc des mots que j'aimerais bien lire. Donc elle s'appelle Hélène Roglin. J'ai essayé de faire au mieux avec les herbes qui ont bien voulu pousser et j'aurais aimé faire davantage, mais la météo n'a pas été clémente dernièrement. La neige, suivie de la pluie, elle-même suivie par la tempête avec les vents violents, ont fait pas mal de dégâts. Cela a même en partie déraciné certains légumes de plein champ. Mais en tout cas, j'espère que cela ravira vos lecteurs demain. Parce que je l'ai reçu ce matin même. Côté herbe, il y a mélange de moutarde, petit cœur de chicorée, moron des oiseaux ou stellaire, cardamine ou cressonnette de près, un peu d'oxalis et quelques feuilles de capucine, sarriette, un bouquet de verveine citron et un bouquet de feuilles de borrache duveteuse et iodée. Et alors l'histoire de mimosa, donc c'est un arbre que j'ai planté chez moi il y a 15 ans. Il était alors gros comme le petit doigt. À présent, c'est un arbre majestueux avec une circonférence de presque 30 à 40 cm de large. J'ai dû faire un peu d'escalade pour les récolter, mais je suis contente de vous offrir un peu de ces petits soleils en éclat. Et c'est vrai que la semaine dernière, enfin, je suis abonnée chaque semaine ces légumes. La semaine dernière, ces légumes étaient tout fatigués, parfois gelés, et puis. Mais ça aussi, en fait, c'est un message. C'est un message, c'est-à-dire que c'est un message de la terre, que comme ça, à partir de ces légumes plus fatigués que d'habitude, je peux imaginer son potager, je peux imaginer le temps qu'il a fait, et ça fait partie justement de ce que les plantes peuvent bien nous raconter. Et alors tout à l'heure, après donc cette rencontre, je vais le mettre à côté de la table de dédicace, et donc vous faites venir, je les ai lavés, donc prendre un peu et goûter, et comme ça, je dis toujours que quand on mange la même chose, on partage un peu les cellules, et donc comme ça, vous avez, et aussi avec un peu de... On partage les mêmes choses à la fois avec vous tous, mais avec les vers de terre, de son potager aussi. C'est une manière de penser aussi à cette femme, parce que Hélène, elle cultive ses légumes avec deux jeunes femmes, et donc c'est 3 femmes qui cultivent, qui a cette ferme, et donc je pense que ça revient au même que d'imaginer cette Ilalia. Je pense que c'est le même acte. Et voilà. Et aussi, je pense que si vous n'avez pas, si vous n'avez jamais goûté les fleurs de mimosa, donc c'est l'arbre de mimosa, donc non traité. Donc, vous pouvez goûter les fleurs, ça se mange. Et je ne sais pas si c'est bon, mais... Non, mais ça sent tellement bon dans la bouche aussi. Donc voilà. Merci beaucoup Ryoko Sekiguchi, merci Maxime Mathias, et merci à vous.